Écoutez, en tout cas, merci encore au Forum Montesquieu pour me donner la chance de vous présenter aujourd'hui mon activité et les problématiques juridiques qui en découlent, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc du coup, moi, je vais donc vous présenter un petit peu le secteur financier. Je sais que ce n'est pas forcément votre domaine de prédilection. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte de vous faire comprendre et de vous faire passer un message qui est celui de l'innovation technologique en finance. Donc, je vais vous présenter Anatech, donc ma société. Donc, on développe aujourd'hui trois activités complémentaires. Donc, on est éditeur de logiciels en finance. La première activité, c'est donc de développer une API de gestion de portefeuille. Donc, qu'est-ce qu'une API? C'est donc une interface de programmation qui permet d'échanger entre deux bases de données, en étant simple, en tout cas en essayant d'être simple. Le deuxième business qu'on développe, c'est donc du conseil en big data. Vous avez très certainement dû entendre parler du big data et puis donc du buzz qui crée depuis quelques mois. Et donc les assureurs et les banques sont évidemment au cœur de tous ces sujets-là, sachant qu'ils sont l'un des producteurs de données les plus importants aujourd'hui en France et dans le monde. Peut-être un petit mot pour nous expliquer ce que c'est Big Data pour Bien sûr. Alors, le Big Data, en fait, il faut savoir déjà que lors des 5-6 dernières années, il y a eu autant de données créées que depuis l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un vrai sujet. Cette donnée-là, elle est présente, elle est produite. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en gros, le Big Data, c'est essayer donc d'utiliser cette donnée-là pour créer des produits ou des services qui va dans l'intérêt des consommateurs et des utilisateurs. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire chez Anatech, justement à travers donc notre dernier produit donc, qui est bancaire. Donc l'objectif, c'est de prendre soin de son épargne et de son argent. On a d'ailleurs été lauréat du concours mondial d'innovation 2030. Donc c'est un concours qui permet justement de développer différentes activités. Donc nous, on a été lauréat dans la catégorie Big Data. Et l'objectif de ce projet, c'est donc de révolutionner l'épargne digitale en proposant un produit ultra personnalisé et surtout garantir un capital à terme. Donc chez Anatech ou bancaire, on est parti de constats très simples, parce que de toute façon, tout projet de création d'entreprise part d'un problème existant. En l'occurrence, nous, le problème concerne les épargnants, et aujourd'hui, les épargnants ont différents problèmes. C'est-à-dire, en général, l'épargnant est largement conscient du fait que les banques prennent ce qu'on appelle des rétrocommissions et donc proposent des produits qui servent leurs intérêts avant de servir l'intérêt des épargnants. Second point, les épargnants aussi donc, se plaignent en général du rendement associé à leur placement. Troisième point, ils sont aussi assez mécontents de la partie transparence, c'est-à-dire qu'en gros, ils ne savent pas où vont leur argent. Et également, ils ne sont pas forcément conscients, en tout cas ne savent pas comment gérer de façon optimale leur épargne, notamment pour épargner pour leur retraite. Donc c'est ce que va faire Bancaire. Bancaire va proposer un produit qui ne propose pas de rétrocommission. C'est un produit qui va garantir un capital à terme, donc tout à fait adapté au marché de l'épargne retraite, et qui va donc personnaliser à l'extrême la gestion d'épargne des particuliers, proposer une performance robuste et stable dans le temps, et enfin un business model qui est totalement low cost pour le client final. Donc bancaire, c'est une innovation de rupture pour l'épargnant, et donc on souhaite révolutionner l'épargne avec 3 fonctionnalités principales, donc très concrètes pour l'épargnant. Donc nous, on va intégrer toute la chaîne de valeur de l'épargne, c'est-à-dire de son agrégation à sa gestion. En gros, la première brique fonctionnelle de bancaire, ça sera l'agrégation des comptes d'épargne. Parce qu'en général, aujourd'hui, les Français donc, sont multi-bancarisés et ils peuvent avoir un livret A donc, à la Banque Postale, ils peuvent avoir une assurance vie au Crédit Mutuel, un PEL à la BNP. Et donc les Français n'ont pas forcément une notion précise de leur patrimoine global. Donc nous, on va permettre d'agréger toutes ces données, histoire d'avoir justement une vision globale de son épargne. La deuxième brique fonctionnelle, c'est l'analyse. C'est-à-dire que nous,
on va essayer de guider l'épargnant vers des objectifs précis. Épargner pour sa retraite, acheter un bien immobilier, payer les études de ses enfants, de façon justement à pouvoir, encore une fois, guider l'épargnant vers des objectifs précis. Et enfin, l'optimisation, c'est-à-dire qu'on va proposer, grâce à notre technologie propriétaire, une optimisation d'épargne pour garantir un capital à terme. Donc les deux dernières fonctionnalités que je vous ai présentées ne sont possibles qu'à travers la valorisation des données massives, dites Big Data. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc la valorisation des données massives selon Bancaire est de deux ordres. La première, c'est la valorisation des données du système financier. Et la deuxième, c'est la valorisation des données de l'environnement de l'épargnant. Cette analyse de données va s'intégrer justement à une technologie de gestion de portefeuille que je ne décrirai pas aujourd'hui parce que c'est assez technique, mais en gros qui va garantir un capital à terme. Les deux objectifs du Big Data, c'est donc de personnaliser à l'extrême la gestion des portefeuilles et également donc de garantir un capital à horizon donné. Donc la première brique de Big Data de Bancaire, c'est donc la valorisation des données de l'épargnant. En général, lorsque vous allez voir votre conseiller bancaire, il va vous proposer donc un produit et il va vous demander donc des données déclaratives. Quel est votre âge, quel est votre SEC, votre nom, votre prénom, vos revenus, votre patrimoine. Et les assureurs, ou les banques d'ailleurs, peu importe, vont vous proposer des produits qui sont dits standardisés, c'est-à-dire qui ne sont pas du tout personnalisés. Un livret A, un PEL, n'importe quel produit en général, les banques donc, proposent des produits qui sont standardisés et pas adaptés à l'épargnant. Donc il n'y a pas justement d'adéquation entre le profil de l'épargnant et justement le produit d'épargne. Nous, chez Bancaire, on s'oppose à cette pratique en essayant justement de collecter un maximum de données qui vont nous permettre de personnaliser à l'extrême la gestion de l'épargne des particuliers, notamment via de l'open data, donc c'est de la donnée publique, notamment celle de l'INSEE, qu'on va éventuellement croiser avec les données donc, des réseaux sociaux, donc notamment Twitter ou Facebook. Cette analyse de données va nous permettre de préconfigurer des profils d'épargnants. Et donc, cette préconfiguration va évidemment amener à une réponse aux objectifs précis déterminés par les épargnants. Et donc, une personnalisation à l'extrême des produits. Donc, la deuxième brique, c'est l'analyse des données massives du système financier. Comme vous vous en doutez, aujourd'hui, la finance donc, regorge de données financières, qu'elles soient d'analyse économique, d'analyse microéconomique, d'information en continu. Bref, aujourd'hui en finance, on a des données extrêmement importantes. Je vais reprendre l'exemple d'un assureur ou d'un banquier traditionnel. En général, les analystes, du coup, ont des difficultés à traiter cette quantité importante d'informations. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces analystes? C'est qu'en général, ils vont s'intéresser au même type d'informations ou au même type d'analyste. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif, et donc ce biais cognitif va agir en défaveur du choix d'investissement. Donc ça va être une recommandation inadaptée. Chez Bancaire, on va donc collecter ces données massives, donc justement qu'elles soient donc, de l'info en continu, de l'analyse macroéconomique, microéconomique, de l'information des entreprises, pour justement faire une analyse sémantique, donc une analyse de langage naturel, qui va nous permettre de déterminer une recommandation adaptée et non biaisée. Donc on va faire des recommandations adaptées qu'on va intégrer à notre modèle de gestion de portefeuille. Donc plus concrètement hein, pour l'épargnant. Donc là on a un cas, donc Thomas, 40 ans, ingénieur chez Total, et il a émis un intérêt pour avoir donc, une épargne dans 10 ans avec un objectif de 150 000 €. Donc Thomas va définir une configuration et nous, avec l'analyse Big Data, on va lui préconfigurer le reste de sa gestion de portefeuille
En gros, on sait statistiquement, d'après les informations de l'INSEE, que les ingénieurs de son niveau ont une capacité d'épargne avec un capital initial de 50 000 euros et avec un dépôt mensuel de 250 000 euros. On sait également que statistiquement, ce type de profil... Un dépôt mensuel de 250 euros peut-être. Ah oui, de 250 euros, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On sait que... Sinon, on aurait voulu le nom de l'entreprise tout de suite. On sait que Thomas a un profil plutôt équilibré. Donc évidemment, Thomas pourra modifier cette préconfiguration comme il le souhaite. Ça reste qu'une suggestion de configuration de portefeuille. Derrière, pour que Thomas ait une vision un peu plus précise de ce à quoi s'attendre, on va lui faire une projection de performance avec des probabilités associées. En gros, donc là vous voyez la cible, donc selon ses besoins, c'est-à-dire c'était un besoin de 150 000 euros à 10 ans avec une préconfiguration. Évidemment, s'il change les curseurs, la cible va bouger. Et donc il va se rendre compte que si par exemple il veut 1 million d'euros en un an avec 50 000 euros, c'est pas possible. Donc c'est vraiment aussi pour guider l'épargnant sur les choses qui sont effectivement réalisables. Donc très concrètement, une fois que Thomas aura validé son profil, donc nous, on va concrètement lui proposer une assurance vie, donc via notre partenaire donc Generali. Et donc cette assurance vie va être directement souscrite à travers notre plateforme. Donc Thomas, on va lui proposer d'acheter, le jour où il crée son assurance vie, un panier de titres financiers. Alors nous, on est sur ce qu'on appelle des ETF. Donc les ETF, ce sont des produits financiers qui permettent de répliquer la performance d'un indice boursier. Par exemple, le CAC 40 est un indice boursier qui n'est pas investissable. Pour répliquer la performance du CAC 40, il faudrait acheter les 40 entreprises qui composent le CAC 40. Donc c'est un petit peu problématique. Donc du coup, il y a un ingénieur financier américain qui a inventé il y a une vingtaine d'années donc les ETF qui vont permettre d'investir directement sur un indice. Concrètement, le CAC 40 fait 2% aujourd'hui, l'ETF CAC 40 va proposer 2% de performance. Et donc nous, on va donc s'intéresser aux ETF sur toutes les classes d'actifs, donc actions, obligations, immobilier, matières premières, etc. Et donc en fonction du profil qu'on aura identifié en amont, on va lui proposer une allocation d'actifs. Et cette allocation d'actifs sera dynamique dans le temps en fonction justement des évolutions du marché. Donc pour essayer d'illustrer mon propos, là je me suis focalisé sur 3 classes d'actifs, donc l'action, l'obligation et donc le marché monétaire, c'est-à-dire le support financier le moins risqué. Donc on va faire une allocation d'actifs en fonction des changements de régime du marché. Dans un premier temps, on voit donc sur la slide que le risque est très peu élevé, sachant que donc, la courbe bleue en dessous est une mesure du risque qui nous permet justement de gérer dynamiquement les portefeuilles. Donc, lorsqu'on aura identifié justement des scénarios de marché, on va changer l'allocation des portefeuilles en rebalançant sur des actifs non risqués. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter le modèle économique. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un modèle économique qui se veut low cost, c'est-à-dire que nous, on aligne nos intérêts avec ceux de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un modèle économique identique à ce qu'on propose, c'est-à-dire que quasiment tout est gratuit. La seule chose qui n'est pas gratuite, c'est donc les frais de gestion, mais qui sont directement donnés à notre partenaire Generali, qui nous donne la possibilité de commercialiser cette assurance vie. On aura quand même un abonnement de l'ordre de 10 € par mois pour les contrats d'assurance vie supérieurs à 20 000 €, et donc en dessous de 20 000 €, tout sera gratuit. Et sachant qu'on souhaite aligner nos intérêts avec ceux de nos clients, on va prendre une commission à la performance. Donc c'est-à-dire que nous, on se rémunère que si on fait gagner de l'argent à nos clients. Donc nous, en termes d'objectifs, on vise 1000 clients à fin 2015, sachant que le produit sera disponible début 2015. Un petit point sur le marché. Donc en France, aujourd'hui, on a 4 000 milliards d'euros d'encours. Donc la France est le leader mondial de l'épargne, avec 17% des revenus épargnés.
Donc aujourd'hui, en France, on a environ 45 millions d'épargnants. Nous, on s'intéresse aux 19 millions d'épargnants qui sont âgés entre 30 et 60 ans et avec un patrimoine financier d'environ 41 000 euros. Donc là, on s'adresse au marché de l'épargne retraite, sachant que vous en êtes tous bien conscients dans cette salle. Malheureusement, le système de retraite est voué à disparaître, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de se positionner sur ce segment de marché. Spécialiste de protection sociale frémit à la perspective d'une disparition du système français des retraites. Voilà, donc du coup, nous, on est une Pas boîte... l'année prochaine, rassurez-nous. Non, pas l'année prochaine. Mais ça c'est inéluctable. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Rien n'est inéluctable. Donc du coup, nous, en termes d'embauche, parce qu'on est une boîte technologique, on a pour ambition d'embaucher donc 9 personnes d'ici à la fin de l'année et donc une cinquantaine de personnes d'ici à 2016. Notre ambition est évidemment européenne. Donc on a, grâce à notre partenaire Generali, l'intention d'aller notamment en Allemagne, au UK et en Italie. Revenons sur ce qui nous intéresse, oui, bien sûr, c'est-à-dire l'aspect juridique et réglementaire de notre activité. Donc aujourd'hui, nous sommes CIF, c'est-à-dire conseiller en investissement financier. C'est un statut qui est très facile à avoir, sauf que nous, on tend vers un statut qui est justement beaucoup plus compliqué à avoir, c'est celui de PSI, prestataire de services d'investissement. Malheureusement, aujourd'hui, à notre stade, il est très difficile de décrocher ce statut. Ce statut nous permettrait de recevoir des mandats de gestion, c'est-à-dire de gérer l'argent de nos clients. Aujourd'hui, c'est simplement donc, du conseil. Donc pour essayer de contourner, en tout cas d'aller dans le sens de l'intérêt de nos clients, on va proposer directement l'envoi de conseils par email où l'épargnant n'aura qu'à valider le conseil qu'on lui enverra par email pour automatiquement exécuter la transaction. Donc, nous sommes justement dans un vide juridique où on n'est pas dans le mandat de gestion, mais on reste dans le conseil. C'est justement pour ça que je suis justement très content d'avoir été invité aujourd'hui, pour justement, notamment sur la partie donc, de statut, essayer en tout cas de militer dans le sens d'un statut qui serait adapté aujourd'hui à notre modèle économique. De toute façon, on en discutera tout à l'heure avec Muriel. Rapidement l'équipe, donc nous on a une partie commerciale et R&D, donc on a notamment le docteur Jacques Printemps qui travaille avec nous depuis le début. On travaille avec 3 labos de recherche, notamment le labo de TSI, donc d'apprentissage statistique de Télécom Paris Tech, et l'université de Manchester sur l'analyse de sentiments. On a aussi la chance d'avoir à notre board je dirais personnalités importantes. Arnaud Tauvron, qui est donc directeur de l'IAE de Créteil, et donc futur doyen de la faculté d'éco-gestion de Créteil. Et donc Gilles Samoun, qui nous accompagne également sur la partie stratégie d'entreprise, qui est un serial entrepreneur. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair et que vous avez pu bien comprendre le message que j'ai voulu vous faire passer. Merci. Merci. Bien, voyons maintenant le rebond, j'allais dire, juridique de Muriel Bénéja devant cette annonce apocalyptique d'un effondrement du système français de protection sociale. Non, je ne veux pas. Qui, j'espère, n'est pas le produit d'analyse très fine dans le cadre du big data. C'est une crainte. On est d'accord, nous sommes dans le sentiment. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier l'organisateur du colloque, les organisateurs du colloque, de cette invitation et plus généralement de l'idée même du colloque. Le thème de l'après-midi, c'était les échanges entre les juristes et les innovateurs. Eh bien, je dois dire qu'on a véritablement collaboré, échangé. Nous avons discuté, j'ai appris beaucoup de choses, du vocabulaire technique surtout. Donc c'était au-delà de l'expérience scientifique, c'était une expérience humaine assez enrichissante. Alors il n'est pas rare d'entendre la réglementation présentée comme une entrave à l'innovation, ou si ce n'est une entrave,
l'on reproche au droit de ne pas s'adapter assez vite, et on l'a entendu assez souvent ce matin. Mais en même temps, j'ai envie de souligner que le droit constitue aussi un moteur pour l'innovation, car le droit, il est protecteur de la liberté d'entreprendre, qu'il garantit aux innovateurs. Il est protecteur aussi d'une concurrence loyale. Et puis pour les individus, le droit garantit des progrès qui restent respectueux de leurs droits et libertés. Et corrélativement, les innovations juridiques invitent le juriste à rester à la page, à se moderniser. Donc il nous faut repenser le droit, repenser ses méthodes, repenser ses sources et donc ses objectifs. En matière d'innovation, le droit a un rôle d'arbitre, de filtre, puisqu'il va arbitrer entre les intérêts en présence, entre les valeurs sociales existantes et les valeurs promues par l'innovation. Le projet bancaire d'Anatech suscite beaucoup d'interrogations juridiques, dont certaines d'ailleurs ne trouvent pas de réponse en droit positif, ce qui montre que les innovations technologiques peuvent être source d'innovation juridique. À cela s'ajoute une difficulté supplémentaire pour le juriste, dans la mesure où cette innovation est à la fois technologique et financière. Par conséquent, sont concernés le droit bancaire, le droit de l'informatique et du commerce électronique, le droit des contrats et de la responsabilité, ou encore le droit fiscal et même le droit pénal, le droit de la protection sociale alors aussi, et ce, dans le domaine des plus sensibles de l'information numérique, où l'on a de cesse de développer les paradoxes, puisque d'un côté, les individus craignent pour la sécurité des données qu'ils confient aux professionnels, mais d'un autre côté, on a de cesse de se dévoiler sur les réseaux sociaux ou grâce maintenant à ces fameux objets connectés. Toutes ces informations dévoilées plus ou moins consciemment sont intéressantes d'un point de vue commercial car elles permettent d'adapter les offres de biens ou de services au profil du client. Plus précisément, Anatech est intéressé par deux types d'informations. D'une part, les informations bancaires du client pour les centraliser, pour les agréger, et d'autre part, les informations circulant sur la toile, le big data, alors on les appelle comme ça parce qu'elles sont tellement nombreuses et importantes. Dans les deux cas, la réglementation qui est au cœur du projet, eh bien, c'est la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, telle que modifiée en 2004 pour transposer une directive de 1995. Le texte réglemente le traitement des données à caractère personnel, de la collecte au traitement de ces données et ensuite à leur diffusion, et le tout sous l'autorité de la CNIL. L'on rappellera simplement que les droits des individus sur leurs données bénéficient d'une assise conventionnelle particulièrement importante, puisque ces droits sont consacrés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux côtés du droit au respect de la vie privée, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans un article spécifique, et l'on s'interroge même aujourd'hui sur une inscription de ces droits dans la Constitution. Alors très sommairement, ce dispositif pose 6 grands principes. La loyauté dans la collecte des données, c'est-à-dire que la collecte doit être consentie, le principe de finalité du traitement, la réalisation de formalités, la durée limitée de conservation des données, leur confidentialité et évidemment les droits des personnes sur ces données. Sans rentrer davantage dans le détail, il nous faut encore préciser cependant que la matière sera très probablement remaniée en raison d'une proposition du 25 janvier 2012 de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données personnelles qui vise à réformer la directive de 1995, et ce dans le but d'harmoniser les législations européennes. Alors, on remarquera ici que l'instrument choisi cette fois est le règlement qui s'appliquera donc de façon directe. Alors la matière ainsi présentée très sommairement, nous pouvons appliquer cette matière aux deux types de données intéressantes pour le projet d'Anatech, les données bancaires et les données du big data. Sur la première problématique, relative à la collecte des données bancaires, l'objectif d'Anatech est de procéder à leur agrégation, mais la principale difficulté réside dans le mode d'obtention de ces données. Si, comme vous l'avez remarqué, en effet, Jonathan, rien n'empêche le client, ni dans la loi informatique et liberté, ni dans la convention de compte avec la banque, de communiquer ses codes d'accès, il n'en demeure pas moins que les banques les en dissuadent avec un argument de poids, une clause limitative de responsabilité selon laquelle la banque n'est plus responsable de l'usage frauduleux qui serait effectué à la suite d'une divulgation volontaire du client. Alors, en effet, nombre de conventions de compte stipulent que les instruments de paiement auxquels sont assimilés
les identifiants numériques restent sous la seule responsabilité du client qui en a la garde matérielle. L'argument est psychologique. Il dissuade le client de donner accès à des tiers. Mais la liberté contractuelle en ressort nécessairement limitée. Néanmoins, une telle clause ne paraît pas abusive dès lors qu'elle n'exclut la responsabilité de la banque que dans l'hypothèse d'une divulgation volontaire du client. En revanche, les clauses plus générales qui excluraient toute responsabilité de la banque doivent être éliminées, ainsi que l'a précisé récemment la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013, et avant elle, la commission des clauses abusives dans une recommandation sur les conventions de compte. En effet, conformément à la théorie de l'obligation de sécurité, le débiteur ne peut être responsable de plein droit qu'à la condition de maîtriser la sécurité de son créancier, ce qui n'est pas le cas lorsque le créancier a un rôle actif dans l'exécution de cette obligation. Finalement, seul est condamné ici la décharge totale du risque de fraude. En revanche, au stade de la preuve, eh bien, le régime reste particulièrement protecteur du client, car c'est à la banque de démontrer d'une part que l'opération a été dûment autorisée et authentifiée, et d'autre part, de démontrer que cette fraude est liée aux opérations d'agrégation par un tiers. S'il n'est donc pas possible en l'état de remettre en cause ce type de clause, ne pourrait-on pas rechercher une faute de la banque dans le dispositif de sécurité? Et en effet, il me semble, je parle sous le contrôle des spécialistes, qu'il existe des mécanismes de double identification. Une première identification pour accéder aux données, généralement un identifiant et un mot de passe, que le client pourrait communiquer, et une seconde identification ponctuelle pour réaliser des opérations, comme un code opération prévu pour le commerce en ligne, qui constitue un code envoyé par SMS au client et que le client doit entrer pour valider définitivement l'opération. Partant, la banque paraît responsable si elle n'offre pas au client cette sécurité supplémentaire. En vérité, l'idée provient d'une décision américaine qui a condamné une banque pour n'avoir mis en place qu'un système d'authentification dit à un facteur, c'est-à-dire seulement l'identification et le mot de passe, l'identifiant et le mot de passe, ce qui avait permis en l'espèce une fraude. Alors dans l'hypothèse où malgré tout, la banque réussit à se décharger de ses responsabilités, qui devient responsable? Eh bien, le client victime d'un usage frauduleux souhaitera agir en réparation contre le prestataire. Il s'agira alors d'une sorte de transfert de responsabilité. Et là, pour le coup, toute clause contraire dans le contrat serait jugée abusive. Alors on conseillera aux prestataires de se défendre en invoquant un défaut de maîtrise totale, puisque leur rôle se limite à concentrer les données sur une même plateforme, ce qui ne peut constituer qu'une obligation de sécurité de moyens. Et en poursuivant, lorsque le client n'est plus victime, mais auteur d'un préjudice ou d'une infraction, quelle serait la responsabilité d'un prestataire comme Manatech? On signalera que les prestataires de services d'investissement, comme les conseillers d'investissement financier, les deux statuts vraiment convoités, ont une obligation de vigilance en matière de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux, ainsi que des obligations déclaratives lorsqu'ils suspectent des délits d'initiés ou des délits de manipulation de cours. Donc une responsabilité assez étendue. Finalement, l'obstacle ici réside dans l'accès aux données bancaires via le client. Alors faut-il rechercher un autre mode d'accès? Vous proposez un accès plus direct au moyen d'un protocole d'échange entre systèmes d'information sur le modèle de l'open bank. Mais l'accès direct aux données paraît délicat à imaginer à l'égard des tiers et les banques en général opposent deux arguments. D'une part, que les données bancaires leur appartiennent et d'autre part, que le secret bancaire prévaut. Alors sur le premier argument, c'est le problème de la qualification des données bancaires. D'un côté, s'agissant de données relatives au client, il s'agit de données à caractère personnel, au sens de la loi informatique et liberté que le client doit pouvoir maîtriser et dont il devrait pouvoir disposer. Cependant, d'un autre côté, les informations bancaires sont produites par la banque. Et en ce sens, les banques prétendent en être propriétaires. Un même élément est ainsi l'objet de droits concurrents. Finalement, comme l'image, puisque l'image donne lieu à un droit d'auteur pour le photographe, mais aussi d'un droit à l'image pour le modèle.
Les données bancaires seraient ainsi complexes, car elles mettent en scène un titulaire, le client, et un propriétaire, la banque. En vérité, la qualification de droit de propriété me paraît complètement inadaptée en raison de l'objet personnel des données. Éventuellement, la détention de la banque reste précaire. La preuve en est que la banque elle-même ne peut pas disposer des données bancaires de son client sans le consentement de celui-ci. On est donc en présence d'un conflit de droits complètement innommé. Comment articuler ces deux types de droits? Eh bien, en réponse à cette question, les banques opposeront sans doute le secret bancaire. Pour contourner cette opposition, 3 arguments. D'abord, le secret bancaire est traditionnellement conçu comme un secret relatif autorisant des révélations licites avec l'accord du déposant. Mais les banques pourraient rétorquer que le secret bancaire ne protège pas que le client, mais aussi les tiers et au-delà la confiance professionnelle. C'est pourquoi, d'ailleurs, sauf procédure pénale, les banques ne communiquent que le recto des chèques afin de préserver l'anonymat de l'endosseur. Et effectivement, les données bancaires font apparaître les débiteurs et les créanciers du client. Ensuite, le prestataire pourrait invoquer le secret partagé ou secret interprofessionnel, qui permettent un échange licite d'informations entre professionnels tenus à la même confidentialité. Et d'ailleurs, le partage du secret bancaire est expressément prévu par le Code monétaire et financier. La proposition de règlement de 2012 n'envisage pas ce point. Et à ma connaissance, la CNIL ne s'est pas non plus prononcée spécifiquement. Mais on peut faire des comparaisons. Les échanges de données entre systèmes d'information existent, mais principalement dans le domaine de la sécurité nationale. Ou dans un domaine un peu à part, en matière de données de santé, grâce au dossier médical personnel qui permet à tout professionnel qui prend en charge un patient d'avoir accès à son historique médical sous réserve que celui-ci y ait consenti. Mais les données médicales dans la loi informatique et liberté sont considérées comme des données sensibles, contrairement aux données bancaires. En conclusion, sur les données bancaires intéressant Anatech pour son projet, il existe une certaine insécurité juridique, c'est vrai, mais finalement qui ont 2 sources radicalement différentes. Parce que d'un côté, il y a un déficit juridique sur la question de ces interfaces bancaires, il n'y a rien, donc finalement, s'il n'y a rien, c'est aussi que tout est permis. Mais d'un autre côté, il y a un trop-plein juridique sur la question de l'accès personnel aux données. Il y a beaucoup de règles qui empêchent cet accès. En second lieu, sur l'utilisation du big data, ces informations monstrueusement grosses par leur nombre, mais surtout par leurs intérêts commerciaux, les problématiques sont moindres et pour cause, il n'existe pas de droit du big data. Dans la majorité des cas, les informations issues du big data relèvent de l'open data, c'est-à-dire ces informations en accès libre, gratuites ou non, mais en tout cas, il s'agit d'informations non identifiantes. Alors tout au plus, faudrait-il parfois faire référence à la loi CADA, la loi sur les données publiques. En revanche, la loi informatique et liberté retrouve à s'appliquer si ces informations peuvent être désanonymisées par des moyens raisonnables, selon l'expression de la jurisprudence. Il apparaît surtout que le dispositif actuel n'appréhende les choses que sous l'angle des individus, et non de façon collective. Il n'existe pas de régulation globale du big data. Soit l'information en question entre dans une qualification légale déjà existante, données personnelles, données publiques ou encore pourquoi pas le droit d'auteur, auquel cas elle va suivre le régime qui s'y attache, soit non, et aucune qualification, aucune réglementation n'existe. Et d'ailleurs, s'agissant des données individuelles, comme celles transmises par les réseaux sociaux auxquels vous faisiez référence, la loi informatique et liberté se révèle complètement dépassée. Que penser, par exemple, de la clause que vous acceptez en vous inscrivant sur Facebook ou sur Twitter, qui les autorise à diffuser des informations vous concernant? Outre l'atteinte potentielle au droit au respect de la vie privée, certains utilisateurs sont mineurs, ce qui pose un problème de capacité juridique. Google a été condamné en janvier à une amende de 150 000 € par la CNIL pour avoir fusionné des règles de confidentialité sans que les utilisateurs n'aient été en mesure d'en comprendre la portée quant à la diffusion de leurs données. Et sur ce point, la proposition de règlement prévoit de consacrer un droit à l'oubli, c'est-à-dire une obligation d'effacer les données, en particulier celles rendues publiques. Il est certain que ce qui est visé ici, ce sont les réseaux sociaux.
Dans le même sens, la Cour de justice de l'Union européenne a ce mardi invalidé une directive du 15 mars 2006 qui obligeait les opérateurs de télécommunications à archiver certaines informations. Alors, ce texte avait été adopté après les attentats de Londres et de Madrid, et ce texte permettait de conserver pendant un délai qui allait de 6 à 24 mois des données de trafic et de localisation des interlocuteurs. La Haute Cour irlandaise et la Cour constitutionnelle autrichienne avaient saisi la CJUE afin qu'elle statue sur la compatibilité de ces dispositions au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur la protection des données. Et la Cour a relevé 4 griefs: une durée de conservation disproportionnée, une absence de contrôle, des mesures non strictement nécessaires et l'absence du consentement de l'individu. Donc il s'agit d'une actualité brûlante, c'est certain. Et puis de surcroît, ceux qui acquièrent de telles données ne sont pas à l'abri d'une remise en cause du contrat de cession, dès lors que la Cour de cassation considère que la cession d'un fichier non conforme à la loi informatique et liberté peut être annulée en raison de l'illicéité de l'objet du contrat sur le fondement de l'article 1128 du Code civil. Cette décision est très intéressante car la Cour de cassation était dépourvue de moyens d'action sur le fondement de la loi informatique et liberté. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle a recours au droit commun du contrat pour considérer que le fichier, qui était en l'espèce un fichier clientèle, était hors du commerce juridique. Dernier exemple, la réglementation informatique et liberté n'est pas du tout adaptée non plus aux informations issues des objets connectés, comme le téléviseur qui transmet les programmes que vous regardez au producteur ou à un exploitant, la voiture qui communique d'elle-même vos habitudes de parcours ou de conduite, sans parler de ces téléphones intelligents qui nous géolocalisent entre autres choses. Bon, avant de tomber dans la complainte du progrès, je voudrais conclure sur une constatation purement juridique. Les indicateurs de consommation ou de trajet ne constituent pas isolément des éléments de personnalité. Ce n'est qu'une fois recoupés et analysés qu'ils permettent de dresser un profil. Une telle protection simplement individuelle paraît donc aujourd'hui dépassée. Il nous faut une régulation des procédés techniques. En d'autres termes, il s'agit désormais d'appréhender le big data non seulement sous l'angle des droits des personnes, mais encore aujourd'hui sous l'angle des devoirs professionnels. Je vous remercie. Bien, merci. Trop de droits par-ci, pas assez de droits par-là. C'est malheureusement le problème de l'encadrement des activités nouvelles par le droit, qui n'est jamais forcément là où on l'attend, là on en a besoin. C'est un devoir d'ajustement permanent. Est-ce que vous avez 2 questions sur le big data? J'ai failli dire Big Brother, mais on n'est pas si loin. Bien, merci à tous les deux. Merci pour cette intervention à 2 voix.